Connaissez-vous les cathares? Si vous avez déjà visité le Languedoc, vous avez pu voir des termes comme cité cathare ou pays cathare. Mais ça veut dire quoi concrètement? Entre invention, interprétation et vérité historique, laissez-moi vous raconter leur histoire. D'abord, définissons les termes. Qui sont les cathares? Eh bien en fait, les cathares n'existent pas. En fait, le terme a été créé en 1163 par le moine bénédictin Ecbert de Schauno, pour désigner ceux qui s'opposent à la doctrine du pape et qui ont été condamnés au bûcher à Cologne. En fait, cathare, c'est une insulte pour dire hérétique, mais leur nom change selon les lieux. Ils sont appelés publicains en Champagne ou bougres en Bourgogne, alors qu'entre eux, ils s'appellent plutôt les apôtres, les parfaits ou encore les bons chrétiens. Maintenant, il est temps de voir comment la doctrine cathare s'est constituée. Elle tire son inspiration des mouvements gnostiques et manichéens nés au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ et qui ont été condamnés par l'Église catholique. Les adeptes de ces mouvements pensaient que le monde était divisé entre le bien et le mal, sans aucun entre-deux. Pour les cathares, le bien, c'est Dieu, l'esprit et tout ce qui s'en rapproche. Le mal, c'est le monde matériel et les conséquences des actions des hommes. Pour s'approcher du bien, il faut avoir connaissance de ses mauvaises actions par soi-même et renoncer au bien matériel. Les cathares sont donc des chrétiens, mais des chrétiens dualistes, qui pensent qu'il y a deux dieux, le bon et le mauvais, qui ont chacun essayé de façonner le monde à leur manière. Et ce n'est pas la seule différence avec le catholicisme. Ce dernier a imposé 7 sacrements à accomplir pour être un bon chrétien. Les cathares, quant à eux, n'en ont qu'un seul, le consolement. Il s'agit d'adopter un mode de vie très austère composé de jeûne et d'abandon de toute forme de luxure et de vice, comme le mensonge et la méchanceté, ce qui inclut par exemple de ne tuer aucune vie animale. Les cathares rejettent l'autorité du pape et de l'Église catholique, ce qui bien évidemment ne leur plaît pas du tout, surtout qu'ils ont réussi à convertir des seigneurs locaux, qui par conséquent rentrent en opposition avec le pape. Les cathares ont prêché leur doctrine un peu partout en Europe, et notamment dans le sud de la France, qui mena à la non moins célèbre croisade des Albigeois. L'hérésie cathare est bien implantée dans le Languedoc depuis le XIIe siècle, et contrairement à la Champagne ou à la Rhénanie, ils sont tolérés par les comtes de Foix et de Toulouse. Le pape Innocent III organise alors différents conciles où il appelle à lutter contre elle, mais sans succès. Il va même appeler à la croisade contre les cathares occitans appelés albigeois. Mais le roi de France Philippe Auguste n'a jamais répondu à cet appel. Cependant, il n'en est pas de même pour le comte de Toulouse Raymond VI, qui s'est retourné contre ces sujets en décidant de rejoindre les croisés. La croisade est lancée en 1209 et regroupe plus de 300 000 soldats venus de toute l'Europe chrétienne. L'armée traverse le Rhône pour s'arrêter à Montpellier et se préparer à leur première bataille. La première cible des croisés est le vicomte de Carcassonne et de Béziers, Raymond Roger Trencavel. Cette dernière subit un siège le 22 juillet. Les croisés demandent à la ville de leur livrer les hérétiques, ce que Béziers refuse. Les Biterrois tentent alors une sortie. Sans succès, les croisés rentrent, et là, massacrez-les, car le Seigneur reconnaît les siens, dit Arnaud Amalric, abbé de Béziers aux croisés. Ainsi, la ville est pillée, incendiée, et tous ses habitants sont massacrés, soit environ 10 000 personnes. C'est une attitude assez fréquente des guerres médiévales, massacrer toute la population d'une ville pour terroriser et décourager l'adversaire. Et ça marche, tous les châteaux n'ayant pas assez de défense se rendent immédiatement, ce qui permet aux croisés d'atteindre facilement leur prochaine cible. Pour capturer le vicomte de Carcassonne, la croisade doit prendre sa capitale, ce qui mène les croisés à assiéger la ville. Après avoir obtenu la reddition de Narbonne, ils atteignent Carcassonne et prennent rapidement le contrôle des faubourgs et encerclent la citadelle. Les négociations de reddition n'aboutissent pas et le siège se prolonge. Finalement, les fortes chaleurs ont asséché les puits, obligeant les défenseurs à capituler. Raymond Roger, le vicomte de Carcassonne, Béziers, Albi et Razès, est fait prisonnier et meurt en novembre 1209 en prison. La vicomté n'existe plus. Alors, à qui vont revenir ces territoires? L'abbé de Cîteaux propose de le donner au duc de Bourgogne ou au comte de Nevers, mais il refuse.
Alors il propose de le donner à un petit seigneur catholique ayant fait la croisade de Jérusalem et celle des Albigeois, Simon de Montfort. L'arrivée de Simon de Montfort à la tête de la vicomté ne met pas un terme à la croisade. Certaines cités continuent de résister. Alors, il repart en guerre dès 1210. Il commence par réprimer la révolte de la cité de Montlore, en pendant l'évêque local et prit une centaine d'hommes à qui il crève les yeux et coupe nez, oreilles et lèvres supérieures. Il les envoie ensuite à Cabaret, ville qu'il est en train d'assiéger, guidé par un borgne pour effrayer leurs défenseurs. Puis au mois de juin, Simon de Montfort entame le siège de Minerve. La ville est protégée par ses gorges profondes et une garnison. Alors les croisés utilisent des batteries de siège, dont une pierrière géante projetant de lourds rochers. Cet outil nécessitait tellement de moyens qu'un seul tir coûtait 20 livres par jour. 5 semaines après le début du siège, le puits de Minerve est détruit par les croisés. Privé d'eau, le siège se termine une semaine plus tard. Montfort impose les conditions de paix qui sont les suivantes. La ville devient sa possession. Ses habitants seront épargnés, y compris les hérétiques, à condition qu'ils abjurent leur foi. Ceux qui refusent seront condamnés au bûcher. Sur les 150 cathares présents dans la ville, seules 3 femmes ont accepté l'abjuration. Les autres sautèrent volontairement dans les flammes pour rejoindre leur dieu. Puis au mois d'août, Montfort reprend la route pour assiéger Thermes, qui fut beaucoup plus long que le précédent, car le siège ne se termine qu'en novembre, et pas de la manière la plus ordinaire. Au mois de novembre, alors que les assiégeants sont épuisés, le seigneur de Thermes propose de parlementer, car les citernes sont vides. Mais coup du sort, une pluie miraculeuse les remplit. Le siège reprend donc de plus belle. Montfort perd de plus en plus espoir. Puis un matin, la cité est vidée de ses habitants. La cause ? Eh bien l'eau des citernes a été empoisonnée par les rats qui y sont morts noyés. Plusieurs soldats sont morts de dysenterie et les assiégés ont décidé de quitter la ville. Avec la prise de Thermes, Montfort a définitivement remporté la victoire sur la vicomté de Béziers, Carcassonne et Albi. Il compte s'attaquer à ses prochains adversaires, le comte de Foix et le comte de Toulouse. Sa première bataille contre eux se déroule à Lavore en 1211. C'est une nouvelle victoire pour lui, et il trouve plus de 400 cathares qui refusèrent tous de se convertir et qui se jetèrent volontairement au bûcher. Montfort poursuit son périple vers Toulouse dans l'espoir de la prendre. Mais c'est un échec, le premier de cette campagne, et il se replie. Les troupes de Toulouse et les croisés s'affrontent alors à Castelnaudary dans une bataille rangée. Le résultat est une boucherie sanglante, où chaque camp revendique la victoire. Puis, en septembre 1213, Montfort assiège le château de Muret, mais il sent que ses troupes sont épuisées et que les renforts n'affluent plus autant qu'avant. Le comte de Toulouse Raymond VI, accompagné du roi d'Aragon Pierre II, espère alors en finir lors d'une bataille rangée. Mais c'est un désastre. Le roi d'Aragon est tué et leurs troupes, paniquées, se font encercler et décimer. On compte près de 10 000 morts côté toulousain et catalan. Raymond VI et son fils sont destitués en 1215 et s'exilent. Simon de Montfort devient comte de Toulouse et obtient une réputation d'invincibilité. Toutes les cités qui n'étaient pas sous la domination directe de Montfort passent sous son contrôle. Narbonne, Foix et même Toulouse, où les croisés défilent en vainqueurs en juin 1215. Mais la victoire n'est pas définitive, car le 12 juillet 1216, le pape Innocent III meurt. En apprenant la nouvelle, Raymond VII, fils de Raymond VI, débarque à Marseille avec son armée et prend la ville de Beaucaire. En réaction, les Toulousains se révoltent contre Simon de Montfort, le forçant à se retirer de la ville. Raymond VII revient dans sa cité en 1217, acclamé par ses sujets. Pour venger son humiliation, Simon de Montfort assiège à nouveau Toulouse, mais une pierre lancée par un mangonneau s'écrase sur lui, le tuant sur le coup. Son fils Amaury tente de reprendre la croisade, mais il est vaincu à Castelnaudary en 1222. Ainsi, à la mort du roi Philippe II en 1223, la situation du Languedoc est la même qu'avant la croisade. Les bons chrétiens sont donc en sécurité, pour le moment. Le fils de Philippe II, Louis VIII, a décidé de reprendre la croisade. Dès 1225, il lance une armée de croisés en direction de Toulouse depuis le Rhône. Sa route le conduit devant Avignon, qui refuse de le laisser entrer. Le siège de la ville débute alors. 3 mois plus tard, elle cède. Entre-temps, les cités de Saint-Antonin, Béziers, Nîmes, Puylaurens, Castres, Carcassonne et Albi ont décidé de se soumettre au roi de France.
Seule Toulouse résiste encore. Louis VIII poursuit alors sa croisade. Cependant, comme beaucoup de ses chevaliers, il est tombé malade lors du siège d'Avignon, et il meurt de la dysenterie en 1226 après avoir régné pendant 3 ans. Raymond VII est donc toujours là, mais il est seul. Il a perdu la quasi-totalité de ses places fortes, et le nouveau roi de France Louis IX et sa mère Blanche de Castille sont prêts à relancer la croisade dès que possible. Une paix s'impose. Lassé par le conflit, Raymond VII accepte toutes les conditions du traité de Meaux. Il se soumet au roi de France et jure de combattre l'hérésie cathare, tout en payant des indemnités à l'église. Par la suite, la lutte contre l'hérésie cathare prend une nouvelle tournure, celle de l'Inquisition. Alors l'Inquisition, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'un tribunal d'exception créé en 1231 par le pape Grégoire IX, réservé à tous ceux qui ont été qualifiés d'hérétiques. Leur jugement touche tout le monde, paysans, bourgeois comme nobles. Selon le degré d'hérésie, une personne peut perdre ses titres, ses privilèges, voire la vie. Ainsi, les cathares sont traqués et dénoncés. Ceux-ci se cachent dans les forêts ou dans les quelques forteresses qui veulent bien les accueillir. La dernière place forte cathare est le château de Montségur, qui se fait assiéger à partir de 1243. Les bons chrétiens et toutes les personnes jugées par l'Inquisition ont résisté pendant 10 mois à leurs assaillants, avant de capituler le 2 mars 1244, car n'ayant plus les moyens de lutter. Les clercs et hommes en armes sont épargnés, mais tous les autres doivent abjurer ou finir au bûcher. Au total, ce sont 220 parfaits qui décident d'être brûlés vifs. La résistance armée est terminée. L'Inquisition prend le relais pour s'occuper des derniers cathares. Il dispose de moyens de plus en plus importants, et en 1252, le pape leur autorise l'usage de la torture. Les derniers cathares jugés par l'Inquisition furent condamnés en 1329. Après ça, les parfaits ou bons chrétiens ont définitivement disparu du Languedoc, et avec eux, l'idéologie dite cathare.